Je m'appelle Clément Duvaux, je suis consultant avant-vente en infrastructure et en infogérance cloud. Dans ma fonction, je rencontre tous les jours des clients ou des prospects pour les aider dans leur projet cloud, de la réflexion jusqu'à la conception. Et aujourd'hui, je vais vous parler de multi-cloud. Le titre cache assez mal mon opinion, je pense, mais je vous parlerai quand même à la fin aussi de quand est-ce qu'il faut faire du multi-cloud et quelles sont les grandes choses à regarder pour pouvoir en faire. Alors, de quoi on parle exactement? Déjà, je peux vous dire de quoi on ne parle pas. On ne va pas parler de stratégie multi-cloud. Pourquoi? Tout simplement parce que mettre une application au bon endroit, c'est du bon sens et toutes les entreprises, quelque part, sont multi-cloud. Vous utilisez G Suite ou Office, vous avez donc votre bureautique sur un cloud et vous utilisez GitHub ou GitLab et donc probablement sur un autre cloud. Et vous avez tel workload qui tourne à tel endroit, tel autre workload qui tourne à un autre endroit. On va parler, nous, plutôt de l'implémentation multi-cloud, donc plutôt d'applications qui vont pouvoir tourner sur plusieurs clouds ou qui vont pouvoir changer de cloud facilement. Et donc, ça va concerner aussi le cloud hybride, puisque le cloud hybride, c'est du multi-cloud, mais avec un cloud qui est le vôtre. Alors pourquoi le multi-cloud? Eh bien parce qu'on en parle souvent, c'est un sujet de réflexion récurrent chez mes clients et mes prospects, et c'est logique. Pourquoi? Parce que sur le papier, c'est super. On a une super disponibilité, on peut utiliser tous les services de chaque cloud, et surtout, on peut avoir les prix les plus bas de chaque cloud. Donc sur le papier, c'est merveilleux, mais je vais vous dire pourquoi on va s'en passer. Parce que quand c'est trop beau, eh ben, il y a un piège, et justement, on va parler de ces pièges-là. La première verbatim que je vois le plus souvent, c'est à propos de l'agnosticisme. C'est d'essayer d'éviter le vendeur lock-in et d'avoir de tirer parti des meilleurs services qu'on peut trouver sur chaque cloud, parce que tel cloud va proposer un meilleur service de base de données, un autre va proposer un meilleur service pour la mise en réseau, etc. Si on pense à ça, si on veut chercher à être agnostique, il y a deux façons de le faire. La première, c'est essayer d'avoir une couche d'abstraction qui va piloter tous les clouds sous-jacents. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de se dire, je ne vais utiliser que ce qui est commun entre ces clouds-là. Donc la première, l'abstraction, est-ce que c'est une bonne idée? Je vais vous donner un chiffre. Chez AWS, Azure et GCP, il y a 38 000 personnes qui travaillent. Et là, on exclut déjà Alibaba, IBM, Oracle, etc. Donc on n'est que sur les trois plus gros. Il y a déjà 38 000 personnes qui travaillent. Probablement plus même chez GCP, puisque GCP est vraiment intégré au groupe Google, et donc c'est difficile d'avoir un compte exact. Il y a probablement aussi des fonctions support qui ne sont pas comptabilisées dans ces 3000. Et si on pense à ça, ça veut dire combien il vous faut de personnes pour suivre le rythme de 38 000 personnes qui travaillent sur trois produits différents. Alors on va faire un calcul un peu barbare, mais si vous considérez qu'il n'y a que la moitié des gens chez AWS, Azure et GCP qui travaillent réellement à l'amélioration des services, si vous avez qu'un service sur deux qui vous intéresse, donc vous suivez que la moitié des mises à jour, et que vous avez des super devs, un seul employé, il peut suivre une équipe de 10 personnes en face, ça fait 950 ETP. Donc c'est pas anodin. Et même si on prend des chiffres plus bas, mettons une personne sur trois qui travaille à l'amélioration des services, et après un service sur 20 seulement qui vous intéresse, et une super équipe de dev, un employé pour 20 développeurs de l'autre côté, ça fait toujours 32 ETP, ça fait à peu près, au prix de l'ETP en France, 165 000 euros par mois. Avec 165 000 euros par mois, vous pouvez en faire tourner des infrastructures sur ces clouds-là. Et donc on voit bien qu'il faut une charge conséquente pour faire de l'abstraction. Et il n'y a pas de logiciel éditeur qui permette vraiment de faire ça. Pourquoi? Parce que même en mutualisant ce pool de 950 ETP, vous avez un problème. Vous voulez être agnostique, pourquoi vous allez vous enfermer avec un éditeur? Vous n'aurez qu'un seul éditeur qui va piloter toutes vos infras. Et ensuite, est-ce que vous en connaissez beaucoup des logiciels qui pilotent AWS, Azure, GCP sans seamlessly? Il n'y a aucune barrière entre. Il n'y en a pas vraiment. Donc, cette couche d'abstraction, c'est beau sur le papier, mais dans les faits, on la trouve jamais. Donc, il vous reste toujours la deuxième option, c'est
d'utiliser le plus petit dénominateur commun, les VM et les disques. Mais est-ce que c'est vraiment le plus petit dénominateur commun? Alors avant de répondre, je vous ai trouvé un graphique qui montre quels sont les services qui sont en IaaS chez Azure. Donc déjà, visuellement, vous voyez que vous ratez tout ce qui n'est pas du IaaS, et donc vous ratez à peu près tout le cloud. Tous les services à valeur ajoutée, l'event-driven, le serverless, l'object storage, les services mesh, tout ça, vous l'oubliez, vous n'allez utiliser que les serveurs et les disques. Mais même comme ça, en fait, déjà, dans un premier temps, si vous faites ça, la verbatim de départ qui était de tirer parti du meilleur de chaque cloud, vous l'oubliez. Mais même comme ça, vous n'avez pas de dénominateur commun. En fait, les concepts sur les clouds sont les mêmes. Les VM, les disques, c'est des concepts qui existent, mais ils ne sont pas implémentés de la même façon. Donc là, je vous ai fait un tableau pour vous montrer la correspondance entre les disques, et seulement les disques, sur AWS et Azure. Et en fait, vous n'avez pas toujours de correspondance entre chaque objet de part et d'autre. Les concepts n'existent pas forcément. Et encore, ça compare que AWS EBS et Azure Managed Disk. Azure propose aussi ce qu'ils appellent le Unmanaged Disks, encore, et ça n'a pas d'équivalent chez AWS. Et alors du coup, comment on fait pour être agnostique? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous êtes déjà lock-in. Quand vous avez choisi de prendre MySQL plutôt que PostgreSQL, vous ne pouvez plus utiliser PostgreSQL. Donc le lock-in, en quelque sorte, on peut voir ça comme une dette. C'est une dette en effort de réversibilité. Ça peut être payant parce que vous allez prendre des licences ou du temps passé chez vous pour changer. Le lock-in, c'est ça. C'est vous vous dites, si demain MySQL s'arrête, il n'y a plus de développement, combien ça va me coûter pour changer? Combien d'efforts je vais devoir mettre? Mais ça reste une dette parce que vous serez peut-être jamais obligé de la payer, cette dette. Peut-être que dans 5 ans, votre application, vous allez avoir une V2, vous n'aurez plus besoin de MySQL et vous allez juste jeter vos bases de données MySQL. Donc vous aviez un lock-in avec un logiciel quelconque, mais c'est une dette. Vous serez peut-être jamais obligé de la payer. Et l'agnosticisme, ça pose un problème, c'est que être agnostique, ça veut dire payer sa dette en continu. Ça veut dire qu'à tout moment, vous devez avoir des développeurs qui vont se poser la question et tester est-ce que mon application qui marche avec MySQL, est-ce que si je réinstalle en PostgreSQL, ça marche? Est-ce que si je réinstalle avec MongoDB, ça marche? Etc., etc. C'est pas forcément une mauvaise chose, parce que si le fait d'être agnostique et de solder cette dette en continu fait que le prix de cet agnosticisme est beaucoup plus faible que la dette, ça peut être intéressant. Mais en fait, sur le cloud, c'est rarement le cas pour 2 raisons. La première, c'est que la plupart des services ont un équivalent ailleurs. Si vous utilisez AWS RDS, vous n'aurez pas de problème à passer à Azure Database, par exemple. Donc il y a beaucoup de services pour lesquels le lock-in est en fait assez faible. L'effort de réversibilité n'est pas forcément grand. C'est en accumulant tous les services ou en utilisant certains services qui sont difficiles à transvaser que là, vous pouvez créer un lock-in important. Et la deuxième, c'est que, à part GCP qui a multiplié par 14 le prix de Google Maps et rendu payant GKE, tous les autres clouds ont toujours fait baisser les prix et améliorer les services. Donc on voit que sur le cloud, on est encore sur une phase où ça se développe. Donc vous n'allez pas tomber dans un cas comme CentOS par exemple, qui va être abandonné en cours de route. Les clouds continuent de se développer. Donc il y a de fortes chances que votre application, quand vous la mettez sur un cloud, que ce soit AWS, GCP ou Azure, votre application vivra moins longtemps que ce cloud-là, puisqu'il est encore en phase de développement et qu'il grandit vite. Donc, on voit bien qu'au final, être agnostique, c'est pas forcément intéressant parce que la dette que vous allez avoir sur un cloud, souvent, c'est beaucoup moins que le prix d'être agnostique de tous les clouds. Donc, si l'agnosticisme, c'est pas la bonne raison de faire du multi-cloud, alors pourquoi d'autres? Le deuxième cas dont on parle le plus, c'est profiter de la meilleure disponibilité. Parce qu'ils ont beau avoir un super niveau de service, AWS, Azure et GCP, et même les autres, ils peuvent avoir des pannes sur des services ou sur des régions. Donc vous allez aller chercher le fameux 5.9 de disponibilité, le Graal en termes de disponibilité, et donc vous allez essayer de rejoindre les meilleurs sites web du monde, les plus gros sites web du monde,
qui, eux, ont des infrastructures qui tendent à aller vers du 5.9. Alors, je vous ai fait un benchmark. J'ai essayé de trouver parmi le top 100 des sites et applications ceux qui sont réellement multi-cloud. J'en ai trouvé 2. Il y a Waze et Snapchat. Alors, Snapchat, ils sont sur GCP et ils disent avoir un PRA en mode dégradé sur AWS. Donc, c'est multi-cloud. Ils peuvent migrer une partie de leur workload vers AWS en cas d'incident. Et le deuxième, c'est Waze. Waze était entièrement sur AWS. Ils se sont fait racheter par Google. Ensuite, ils ont migré vers une implémentation multi-cloud GCP AWS en utilisant un outil qui s'appelle Spinnaker. C'est difficile de dire si c'était vraiment juste pour le marketing de Google et pour pouvoir les inviter au Google Cloud Next pour dire venez faire du multi-cloud sur GCP, ou s'il y avait une vraie volonté de faire une implémentation multi-cloud efficace. Mais en tous les cas, ça fait toujours que 2 applications sur 100. Alors pourquoi les autres ne sont pas multi-cloud? Parce qu'en fait, vous avez déjà un super niveau de service avec un seul cloud. Si vous avez sur un cloud, que ce soit GCP, Azure ou AWS, globalement, le SLA, c'est 99,95%. Ça dépend des services, ça dépend de certaines conditions et ça peut varier selon les clouds, mais vous retrouvez ce SLA sur pas mal de choses. Ça veut dire que si vous faites une redondance, par exemple Paris-Londres, et que vous considérez que une région est quand même indépendante d'une autre, ça veut dire que déjà, vous avez 99,998% à peu près de SLA en faisant une réplication actif-actif. Si vous allez à 2 redondances, vous atteignez 6, 9, pas 5, 6. Donc déjà, avec un seul cloud, vous pouvez atteindre des niveaux de qualité qui sont extrêmes. Donc c'est pas souvent la bonne raison de faire du multi-cloud. Celle que j'entends le plus, peut-être juste après la disponibilité, c'est la réduction des coûts. C'est garder une capacité à négocier et profiter des services les moins chers. Alors pour réduire le prix, sur un cloud, on peut considérer que le prix, c'est usage fois taux. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme les SMS qu'on payait à l'unité. Vous envoyez un SMS, vous payez tant le SMS. Et c'est pareil sur le cloud, vous utilisez 1 kilooctet de tel service, 1 seconde de tel service, vous utilisez 1 gigaoctet ici, vous faites un appel API à tel endroit, et pour chaque item, vous avez un taux qui va en face. Donc, vous avez que 2 façons de réduire le prix. Vous baissez l'usage, donc ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser trop, ou chercher à optimiser les performances. Ça s'appelle du bon sens. Il faut toujours chercher à utiliser ce qui est nécessaire et pas plus. Ensuite, vous pouvez réduire le taux. Pour réduire le taux, il y a publiquement 2 façons de le faire. Soit vous profitez des tarifs dégressifs, soit vous faites des réservations. Profiter des tarifs dégressifs, ça veut dire que vous prenez tous vos fichiers, vous les mettez sur S3, et plus vous en mettez, plus les coûts des fichiers que vous rajoutez sont faibles. Le taux marginal diminue au fur et à mesure que vous utilisez le service. Et faire des réservations, ça veut dire que vous vous engagez à dépenser une certaine somme et en échange, le cloud provider va vous dire vous vous engagez à telle dépense, moi je m'engage à vous faire telle réduction sur le taux. Donc au final, ça veut dire que il faut investir sur un cloud. Profiter des tarifs dégressifs, ça veut dire vous enlevez tout ce que vous avez chez Azure, vous le mettez dans S3 ou inversement, et faire des réservations, c'est dire pour mon application, je vais réserver tel serveur, je vais payer d'avance telle et telle chose. Sur un cloud, ça suffit. Donc investir sur un cloud, ça suffit à réduire les taux. Mais il reste quand même la possibilité de négocier. Alors, vous pouvez toujours négocier, mais est-ce que le fait d'être multi-cloud, ça vous donne un avantage dans la négociation? Est-ce qu'on peut encore négocier comme dans les années 90 à appeler Orange et dire Bouygues il m'a fait moins 5 €, combien tu me fais de réduction? Là, on rentre dans quelque chose qui est plus opaque et donc où il faut des gens qui ont de l'expérience. Et je vous ai trouvé une citation de Corey Quinn. Corey Quinn, c'est un consultant chez Doug Bill Group. C'est une personne qui négocie à peu près une 40aine de contrats AWS par an pour des sociétés comme Epic Games ou New Relic, par exemple. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'à chaque fois qu'il a vu ça arriver, c'est-à-dire des clients qui ont la possibilité de changer très rapidement leur workload de cloud,
la réduction qu'ils ont obtenue par cette menace, elle est moins importante que la réduction que le client pouvait avoir simplement en faisant des réservations ou en s'engageant à dépenser plus. Ce qui veut dire que si, par chance, votre workload peut marcher sur n'importe quel cloud, eh bien tant mieux, vous pouvez l'utiliser dans la négociation. Mais par contre, essayer d'être agnostique du cloud, et comme on l'a vu, coûte très cher, pour avoir une remise, eh bien c'est pas rentable. Donc au final, quand on y réfléchit, on a dit l'agnosticisme, ça paye pas. La qualité, on l'a déjà sur un cloud. Et être multi-cloud, ça vous permet pas vraiment de réduire les coûts la plupart du temps. Donc, ne faites pas de multi-cloud. C'est pas une bonne idée, il faut pas en faire. Sérieusement, ne faites pas ça. Sauf cas particulier, si votre métier vous y oblige. Je vous ai pris un exemple, c'est PagerDuty. Pour ceux qui ne connaissent pas PagerDuty, c'est un logiciel en SaaS pour la gestion des incidents et des astreintes. Ça gère les escalades sur des incidents, par exemple. Donc, ces gens-là, parmi leurs clients, ils ont AWS. Donc, ils ne peuvent pas être hébergés sur AWS. Ils ont besoin d'être plus disponibles qu'AWS. Mais ils ont aussi beaucoup de clients sur Azure. Donc, ils ne peuvent pas être sur Azure. Ils ont besoin d'être sur plusieurs cloud providers en même temps. Donc, je ne vais pas vous laisser les bras ballants. Je vais vous expliquer un petit peu comment on peut y réfléchir. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a 2 points auxquels vous pouvez penser pour aller vers du multi-cloud. La première, c'est Kubernetes et autres systèmes d'orchestration basés sur Kubernetes. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, l'abstraction, ça marche pas forcément, mais Kubernetes, ce n'est pas une couche d'abstraction. Kubernetes décrit des concepts d'infrastructure à l'intérieur de Kubernetes. Qu'est-ce qu'un load balancer, comment ça marche, les volumes de disques, comment gérer les secrets, les conteneurs, les groupes de conteneurs, etc., etc. Et donc, Kubernetes va vous permettre de décrire qu'est-ce qu'est votre infrastructure et comment elle se comporte. Et ce qui se passe, c'est que ce sont les clouds qui se mettent en conformité avec Kubernetes, en utilisant notamment un plugin dans Kubernetes qui s'appelle le CCM, le Cloud Controller Manager, qui permet au cloud provider d'expliquer à Kubernetes comment s'intégrer, s'interfacer avec les éléments du cloud provider. Donc en utilisant Kubernetes, vous avez déjà un ensemble de concepts qui seront les mêmes partout, et ce sont les cloud providers eux-mêmes qui vont fournir les interfaces à Kubernetes pour pouvoir fonctionner au sein de ce cloud. Donc vous pouvez être sûr que des sociétés comme par exemple Datadog, elles vont utiliser massivement Kubernetes pour ça, parce que, in fine, elles vont se retrouver dans une situation où d'un côté, elles vont avoir les développeurs qui ne se soucient plus des problématiques multi-cloud, ils vont seulement se soucier de comment déployer dans mes clusters Kubernetes et utiliser Kubernetes. Et les ops, eux, ils vont gérer les limitations entre les clouds, mais elles sont grandement atténuées par le fait qu'ils utilisent Kubernetes partout. Et le deuxième grand point à voir, c'est le modèle de données. Il faut choisir qu'est-ce que vous allez sacrifier. Il faut connaître le théorème de Brewer ou le théorème de Cap, comme on le dit. Quand vous distribuez en fait une base de données, il y a 3 composants que vous pouvez garantir, mais vous ne pouvez en garantir que 2. Soit la cohérence des données, soit la disponibilité, soit la tolérance au partitionnement. Il faut en choisir 2 et en éliminer 1. Donc là, il n'y a pas de recette miracle. Ça dépend toujours de votre workload et de ce que fait votre application. Toutes les bases de données, elles choisissent un élément qu'elles ne pourront jamais garantir. Donc par exemple, PagerDuty, eux, ils utilisent Cassandra. Et dans Cassandra, la cohérence des données n'est pas garantie. C'est-à-dire que si vous écrivez des données à un endroit et que vous lisez à un autre endroit, vous n'aurez peut-être pas les dernières données à jour. Cette cohérence, elle sera éventuelle. Elle arrivera, mais elle ne peut pas être garantie à l'instant T. À l'inverse, sur une base de données, par exemple, comme HBase, si vous écrivez à un endroit, si vous lisez immédiatement à un autre, ça va marcher. Immédiatement. Donc là, ça dépend vraiment de votre modèle de données et de ce que vous voulez faire. Mais si vous avez les mêmes problèmes que PagerDuty, c'est-à-dire il faut être hautement disponible, vous avez besoin d'assurer la disponibilité, la tolérance au partitionnement, et la cohérence, ça devient difficile à garantir. Donc vous allez plutôt vous orienter vers Cassandra ou CouchDB
Le choix final, il va dépendre de plein d'autres facteurs. La performance attendue dans certains scénarios, le type de BDD, est-ce qu'il vous faut de la clé valeur, du document, de l'orienté colonne, etc. Ce sont les deux grandes choses à voir. Qu'est-ce que vous allez sacrifier et comment orchestrer votre infrastructure. Donc voilà, c'est un talk court. J'espère que ça vous aura servi. N'oubliez pas de flasher le QR code pour nous faire un retour, pour savoir si cette conférence vous a plu et ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn si vous avez des questions ou si vous voulez échanger sur ce sujet ou si vous avez des remarques. Je suis disponible. Merci.